Salam alaikum, Zulf Laouen, bonsoir. L'ancien candidat à la présidentielle, le général à la retraite Ali Rdiri, a quitté hier jeudi la prison de Qli'a après avoir purgé la totalité de la peine de 6 ans prononcée contre sa personne. Arrêté en 2019 en plein Hirak, l'homme a été condamné dans un premier temps à 4 ans de prison ferme. En mai 2023, la Cour criminelle d'appel d'Alger a alourdi sa peine, le condamnant à 6 ans de prison ferme. Il a été jugé pour participation en temps de paix à une entreprise de démoralisation de l'armée avec l'intention de nuire à la défense nationale. Outre la peine de prison, il est frappé d'une privation de ses droits civiques et politiques pendant 10 ans et de la confiscation de ses biens saisis. Défi qu'il a toujours nié, notamment lors de son procès. Lors de ces 2 procès, l'ex-candidat à l'élection présidentielle avortée de 2019 et ancien directeur des ressources humaines au ministère de la Défense durant 15 ans, jusqu'à 2015, où il a pris sa retraite, n'a pas cessé de déconstruire l'accusation de participation en temps de paix à la démoralisation de l'armée, à travers un entretien accordé à l'Ouatan, publié le 25 décembre 2018. Avant l'interview, j'avais publié 3 contributions dans le même journal. J'ai assumé pleinement la responsabilité du contenu dans le fond et la forme. J'ai exprimé des opinions personnelles, affirma-t-il, en précisant n'avoir jamais appelé à intervenir sur le terrain politique. Il avait déclaré « Partout dans le monde, les armées n'obéissent qu'aux instructions de leur chef et non à des appels. Pour ce qui est du défunt Gaïd Saleh, je n'avais aucun problème personnel avec lui, même si nous n'avions pas été sur la même longueur d'onde concernant le 4e mandat de Bouteflika. En 2015, c'est moi qui ai demandé à quitter l'armée. Tous les présidents de l'Algérie indépendante de Ben Bella à Bouteflika sont issus de l'ALN ou de l'OS. Quand il fallait défendre l'armée, je l'ai fait avec dignité. Je suis fils de Moudjahed, qui est un invalide de guerre. Mon fils, ma fille sont des hauts gradés de l'AMP et mes frères aussi sont dans l'armée. Et après ça, ils viennent m'accuser d'atteinte à l'armée. Pour Ali Rdiri, c'est sa candidature à l'élection présidentielle avortée d'avril 2019 qui est à l'origine de ces déboires avec la justice. Des éléments des services m'avaient dit que la haute hiérarchie est mécontente de ma candidature. Ils m'ont conseillé de me retirer. J'ai refusé parce qu'on ne m'a pas appris à faire marche arrière, relève-t-il. Des déclarations qui avaient fait tache d'huile sur la scène médiatique, mais n'ont pas fait fléchir la justice. La question qui s'impose, pourquoi la justice s'est acharnée sur Ali Rdiri, général à la retraite qui avait annoncé donc en 2019 sa candidature à la présidence. Il avait été arrêté et condamné à 4 ans de prison et à 1 mois de sa libération, il a encore été jugé et condamné à 6 ans de prison. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, après 6 ans de prison, Ali Rdiri libre. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Hassan Hirish, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Dr Hassan Hirish, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Filek. Bonsoir Sina Nassar, Azul Filek, Azuluk Youmider Dislen, aussi bien en Algérie que dans la diaspora. Juste une petite note, si vous me le permettez. D'abord, j'aimerais remercier une personne qui m'a offert cette chemise et qui va très bien donc, pour les émissions. Après, je ne vois pas très bien parce que ce ne sont pas mes lunettes, je les ai perdues lors d'un voyage. Voilà. Voilà. En tous les cas... Merci et bonsoir à vous, à votre équipe, à tous les téléspectateurs.
Oui, Voilà, on est très ravis de vous retrouver, Hassan Hirash. Même avec des lunettes qui merci. sont pas les vôtres, vous avez la pêche, vous avez une jeunesse extraordinaire, comme toujours. On est très content de vous avoir donc dans cette émission. Merci Merci. à vous, merci d'avoir accepté l'invitation. On aura le plaisir d'accueillir aussi, d'avoir avec nous Karim Tabou, opposant politique. Il sera avec nous dans cette émission. Il sera avec nous par téléphone depuis Alger, mais aussi on a Jamel Gssoum, ex-candidat à l'élection législative algérienne. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Jamel Gssoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, Sénassar, pour l'invitation. Le bonjour au peuple algérien et merci d'aborder ce sujet qui, franchement, me brûle depuis des années. Merci beaucoup, Jamel Gssoum. On va commencer d'abord avec quelques titres concernant donc la libération de Ali Rderi, si c'est possible, nos amis de la régie. La presse mondiale aussi a réagi. Quelques presses nationales algériennes a réagi, peut-être ce qu'on va appeler la presse électronique. Je ne sais pas si les titres sont prêts, nos amis de la régie. Voilà, donc Le Monde, le journal Le Monde, en Algérie, un ancien candidat à l'élection présidentielle sort de prison, a titré donc le journal Le Monde. Jeune Afrique. Candidat à la présidentielle algérienne de 2019, bête noire de Gaït Saleh, le général Rdiri est sorti de prison, a titré donc Jeune Afrique. Interligne, un journal électronique algérien, après avoir purgé 6 ans de prison, Ali Rdiri retrouve la liberté. Soundbite One, nos amis de la régie, pardon. Donc, on va écouter juste les déclarations de Ali Rdiri contre le boycott des élections. Et je reviens tout de suite à mes invités. طيب هناك أيضا سيد علي غديري من ينادي بمقاطعة الانتخابات على أساس أن الأمور محسومة سلفا. هل قد يكون هذا الخيار خيار سيد علي غديري؟ إن الهزيمة ليس في فلسفتي، وبالنسبة لي فإن المعركة إن خضتها فللانتصار وسأنتصر بحول الله. Voilà, Ali Rdiri, pendant une interview à une télévision que vous venez de voir. D'abord, je vais commencer avec le docteur Hassan Hirash. Quelle est votre réaction donc après la libération de Ali Rdiri hier? Il faut donc préciser qu'il a purgé 6 ans de prison. Votre réaction, docteur Hassan Hirash? Ma première réaction, c'est un soulagement. Je suis content que Ali Rdiri soit enfin libre, en espérant qu'il soit en bonne santé et qu'il retrouve sa famille de façon normale, sereine, et qu'il n'y ait pas de bâton dans les roues dans ses activités quotidiennes, quelle que soit la nature de ses activités. Donc, je suis bien content que un de nos concitoyens qui a porté sa candidature avec un programme pour essayer de redresser le pays soit enfin libre. Et même si il n'a pas été gracié, même si on n'a pas raccourci sa peine, donc il a été jusqu'au bout des 6 ans pour lesquels il a été condamné. Néanmoins, c'est quand même une petite lueur d'espoir, dans la mesure où on sait qu'il aurait pu à nouveau être condamné pour je ne sais quel motif. La preuve en est qu'après avoir purgé 4 ans de prison auquel il a été condamné, on lui a fait un autre procès qui, de l'avis de tous les juristes et particulièrement de ses avocats, ne se justifiait point. Et donc, il a été condamné à 2 ans supplémentaires. Et donc là, il sort 6 ans après. C'est totalement éprouvant. C'est difficile. Coupé, évidemment, de sa famille, de son peuple, de ses activités.
c'est un général qui méritait respect dans la mesure où, semble-t-il, en tout cas d'après les informations qui circulent, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, semble-t-il a refusé la corruption, a refusé les privilèges, s'est contenté de vivre dans un appartement comme des citoyens, cadres comme lui. Et voilà, donc aujourd'hui, il est libre. Puisse l'Algérie libérer aussi d'autres détenus d'opinion, particulièrement ceux qui sont arrêtés soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons culturelles et linguistiques, soit pour les raisons que nous connaissons autour des deux affaires de l'Arwana Thirathen, notamment l'assassinat de Smaïl et les incendies qui ont atteint malheureusement la population et fait des ravages non seulement au niveau de la nature mais ont tué plus d'une centaine de personnes. Donc si cette libération peut être un point de départ pour l'apaisement en général, il va de soi que ça serait une phase importante pour l'Algérie dans la mesure où la situation géopolitique actuellement est particulièrement inquiétante, particulièrement troublée, surtout après les attaques complètement folles, insensées, inexplicables, injustifiables surtout, explicables oui, mais injustifiables de la part d'Israël sur l'Iran. Donc nous espérons que l'Algérie, qui a été mise sur la liste noire des pays qui blanchissent l'argent sale, j'espère que tout cela ne seront pas des prétextes pour déstabiliser davantage notre pays, mais donneront à réfléchir aux dirigeants pour que l'ensemble des responsables politiques dans les institutions ou hors des institutions soient appelés à contribuer à la démocratisation des institutions algériennes et à aller de l'avant pour préserver encore une fois notre pays. Et je rajouterai qu'un système démocratique serait non seulement une arme contre les pays qui nous sont hostiles, mais serait aussi une force de frappe pour notre pays parce que il y aurait une symbiose entre le peuple et ses dirigeants, qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas de fossé comme malheureusement c'est le cas aujourd'hui parce que il n'y a pas véritablement de respect ni des droits de l'homme, ni des respect des droits politiques, ni des droits d'information. Les journalistes sont muselés, les femmes et les hommes politiques sont muselés. Il n'y a pas possibilité ni de manifester, ni de se réunir, ni d'organiser des meetings, ni des congrès. Même les cafés littéraires sont interdits, même des éditions de livres sont malmenées, voire interdits, de façon sporadique, mais interdits. Donc tout cela doit cesser et on doit réfléchir tous ensemble pour préparer l'Algérie à des défis énormes qui nous attendent. Très bien, restez avec nous, Hassan Hirish. Jamal Ghessoum, la question est à vous. Après 6 ans donc de prison, Ali Rdiri est libre. Il a été jugé pour participation en temps de paix à une entreprise de démoralisation de l'armée avec l'intention de nuire à la défense nationale. Est-ce que vous croyez en ces accusations ou, comme il l'a déclaré auparavant lui-même, que c'était donc à cause de sa candidature à l'élection présidentielle. Donc, on peut dire que c'est un jugement ou que cette accusation est beaucoup plus motivée par ses actions politiques que autre chose. Votre réaction, Jamal Ghessoum? Je commencerai par Hasbin Allah wa ni'mal wakil.
Ça, c'est la première des choses. Monsieur Hassan Hirsch espère que sa libération fasse l'objet d'un apaisement. Mais il y a un apaisement lorsqu'il y a une décision qui tend à apaiser une libération sèche après une peine éprouvée et jusqu'au bout, n'appelle pas à l'apaisement. Moi, j'aimerais revenir un peu en arrière parce que je pense qu'il manque quelques cartes de compréhension, quelques clés de compréhension pour vos téléspectateurs. Tout d'abord, Ali Rderi est à la retraite depuis septembre 2015. Avant d'être à la retraite, parce qu'il faut bien comprendre le fil de ce qui a amené jusqu'à son incarcération, notamment le fait qu'il se présente à l'élection présidentielle, mais ce n'est pas la seule chose. Lorsqu'il était en poste, il avait fait, pas voter, mais il avait pris une décision en tant que directeur responsable des ressources humaines au ministère de la Défense, de mettre à la retraite automatiquement toute personne atteignant un certain âge. Je ne connais plus l'âge, 64, 65 ans. Déjà, ça c'est la première décision qu'il a prise avant d'être à la retraite, qui a commencé à lui poser des problèmes. Ça a commencé déjà avant 2015. Donc là, c'était parti dans un mauvais sens. Il prend sa retraite. La loi algérienne stipule que lorsque une personne de l'armée ou tout fonctionnaire veut se présenter à des élections, il y a un battement de 5 ans. Et lui, en septembre 2015, septembre 2020, il avait respecté ces 5 années. Donc, il était dans son bon droit. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième observation que je voudrais faire, c'est que, et là je ferai un lien avec toutes les incarcérations qui ont eu lieu depuis 2015 jusqu'à 2020 et même voire plus, c'est que Ali Rderi s'est présenté à l'élection présidentielle d'un point de vue tout à fait légal. Mais le fait qu'il se présente à l'élection présidentielle a un peu cafouillé le jeu en 2019, particulièrement en 2019 avec le Hirak. Mais ce que j'aimerais dire et soulever particulièrement, c'est pour ça que je dis que Hasbunallah wa ni'mal wakil, parce que le dossier, et je sais de quoi je parle, le dossier est complètement vide. Moi, j'aimerais comprendre comment se fait-il que toutes les personnes qui ont été libérées incarcéré d'abord à partir de 2015, ça comprend le général Hassan, ça comprend le général Tawfiq, ça comprend aussi la cabale contre Khaled Nzar, Allah yarhamou. Toutes ces personnes ont été réhabilitées en 2020. Toutes. Le général Tawfiq et Khaled Nzar, après son retour d'Espagne. Et toutes les personnes ont été libérées. Comment se fait-il que Ali Rderi soit le seul pour lequel il y avait un dossier vide ait été maintenu incarcéré? C'est par rapport à l'élection présidentielle. Mais là, je note aussi, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, qu'est-ce qui a changé de Gaïd Salah, Allah yarhamou, avec ceux qui sont venus après, le président Tebboune et Saïd Chengriha? Qu'est-ce qui change? Puisque les décisions prises du temps de Gaïd Salah ont continué à être appliquées. Donc, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle Algérie qui applique des mauvaises décisions? En plus, l'affaire Scabreuse, et ils l'ont même accusé d'avoir dans ses connaissances un ami restaurateur à Maqam Shahid, vous savez, le monument au Shahid, parce que cette personne aurait été éventuellement en relation avec une personne israélienne de l'ambassade d'Israël à Paris. Et ils ont cumulé tout cela pour l'incarcérer. Mais moi, je dis une chose. Je m'adresse là au président de la République et à Saïd Chengriha. C'est que vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Al-hukm bil-mas'ouliyya. Al-mas'ouliyya tathamluha yawm qiyam. Et personne ne se sauvera de ça. Donc je dis au président de la République, vous avez continué à valider al-dhulm. Al-dhulm, dhulmati yawm qiyam. Donc moi je dis au président de la République, yahlal yawm qiyam. Allahumma inna ballaghta. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghsoub. Docteur Hassan Hirsch, si on rappelle un peu aussi les faits, en 2018, exactement le 22 novembre 2018, Ali Rderi donc avait publié une lettre dans le journal Al-Watan. Et là, je ne sais pas, nos amis de la régie, s'ils peuvent nous passer un peu la lettre titrée Ali Rderi, lettre à nos aînés. Rderi Ali, lettre à nos aînés, que vous êtes en train de voir. Ça a été publié donc par le journal Al-Watan.
Et là, je le cite, bien sûr, si je m'adresse à vous en ce moment précis de notre vie nationale, c'est parce que je considère que l'heure de se dire autrement les choses est venue et qu'il est impératif de le faire aujourd'hui, car demain, il sera trop tard. Notre pays est à la croisée des chemins. Ceci implique des postures dont chacun de nous sera comptable devant l'histoire. Nous devons d'agir pour que l'État soit, pour que l'Algérie soit, pour que la flamme qui naguère avait éclairé le chemin de la liberté pour notre peuple et donné corps à notre nation puisse continuer à le faire pour toutes les générations d'Algériens, présentes et à venir. Cet appel, qui se veut davantage un cri du cœur, que je lance à votre attention, vous, la génération de novembre, celle de nos aînés, celle des artisans de notre passé, commandeur de notre présent et potentiel garant de notre avenir, j'en suis convaincu, vous le comprendrez. Après cette lettre, bien sûr, Ali Rderi a commencé à avoir aussi des soucis. Dr Hassan Hirsch. Et je voulais aussi vous poser la question, Dr Hassan Hirsch, et là vous êtes libre de répondre, bien sûr. J'ai appris que vous étiez approché par le comité de soutien de Ali Rderi. Oui, tout à fait. Je n'ai pas à le cacher. J'en ai pas honte du tout. Bien au contraire, c'est une fierté pour moi que d'être sollicité par des hommes qui veulent un changement dans notre pays. Oui, j'ai été approché pour être le représentant de Ali Rderi en France. Donc, après, pour être franc, j'avais répondu en posant une seule condition, en lui disant tout simplement d'introduire dans le programme la possibilité de changer les institutions en consacrant la régionalisation du pays. C'est-à-dire en partant, par exemple, j'avais cité l'exemple des 6 wilayas historiques, et donc de travailler sur cette base et de faire un pays régionalisé, décentralisé, à l'image de ce qui s'est fait en Italie, en Espagne, dans les pays fédéraux, ainsi de suite. Et bien sûr qu'il faut adapter il fallait adapter cela aux conditions économiques, culturelles, historiques, des différentes régions du pays. Et cela, évidemment, était dans le but de la cohésion nationale, avec possibilité, évidemment, d'établir des péréquations, notamment au niveau économique, dans la mesure où il y a des régions qui sont plus riches que d'autres, qui ont des ressources beaucoup plus que d'autres, ainsi de suite. Donc, l'État pouvait réguler de façon juste, de façon à donner les mêmes chances aux régions. Donc, c'était pour créer une démocratie de proximité. Donc, l'autonomie, pas seulement d'ailleurs au niveau du territoire, mais aussi autonomie des entreprises, des universités, des collectivités locales, ainsi de suite, c'est-à-dire rendre l'Algérien acteur des décisions à son niveau, le rendre acteur de la démarche historique du pays. Et voilà, donc le temps où j'ai attendu la réponse, malheureusement, Ali Rderi a eu pendant ce temps-là des problèmes. Et donc, je n'ai jamais pu obtenir quoi que ce soit comme réponse, dans la mesure où il a été très vite arrêté, emprisonné. Donc voilà, grosso modo, ce qui s'était passé. Maintenant, je reste évidemment, convaincu que je suis tout à fait d'accord avec M. Bissoum, que s'il n'y a pas de décision au niveau de la classe politique qui dirige aujourd'hui, il peut y avoir ni apaisement, ni changement, ni démocratisation, ou quoi que ce soit. Évidemment, il va de la responsabilité de ceux qui détiennent aujourd'hui les clés
du pouvoir politique. Et c'est à eux de réfléchir quel est le meilleur chemin pour garantir la cohésion nationale, pour garantir l'avenir du pays et pour surtout assurer une véritable cohésion, une véritable osmose entre le peuple et ses dirigeants. Donc, il faut que l'Algérien Docteur Hassan Hirj, devienne acteur. Docteur Hassan Hirj, je m'excuse, je vous ai coupé la parole parce que vous avez parlé donc de garantir donc l'avenir du pays, sa cohésion aussi. Dans la lettre que vous ai donc lue, c'était donc la lettre de Ali Rderi qui a été écrite le 22 novembre 2018, a été publiée par le journal Al-Watan. D'abord, avant de revenir sur cette lettre, on va écouter dans ce passage Ali Rderi qui expliquait un peu ce que c'est que le système. السيستم هو كلنا كاين في فئتين فئة شعرة بأنها طرف في السيستم وفئة غير شعرة. الناس اللي يروحوا الصباح 10 تاع الصباح للخدمة ما يروحوش ل8 يا هل ترى لو كان ما جاوش مستفيدين من السيستم يعني بالك بدون شعور قاعدين يغذيوا في السيستم. والناس اللي تسرق في الملايير هذاك وصل للمليار سرقوا والاخر ما وصلش المليار سرق الساعه تاع العمل. كلنا مستفيدين من هذا السيستم ولكن كيفيه الاستفاده ودرجه الاستفاده مختلفه. اذا هي ذهنيه وهي ثقافه هي سلوك هي نمط حياه اللي لازم واش نتخلصوا منه نعاودوا بناء الجمهورية ونبنيوها على أسس المساواة، على أسس الديمقراطية، على أسس العدالة الاجتماعية، على أسس جديدة اللي أثبتت جدارتها في دول أخرى. Voilà, donc Ali Rderi qui a expliqué un peu la situation de notre pays, mais aussi le système et comment on peut reconstruire donc une nouvelle Algérie avec une justice transparente, des libertés, mais aussi une nouvelle mentalité d'après lui. Mais aussi, il a parlé d'une minorité qui gouverne le pays. في مداخلتك السابقة عبر الصحافة الوطنية تكلمت كثيرا على الأقلية، وفي مداخلة أخرى توجهت إلى الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة رسالة عنوانتها برسالة إلى الأخ عبد العزيز بوتفليقة. وفي حوارك الأخير مع جريدة الوطن أيضا قلتم أن قايد صالح لن يسمح باختراق الدستور. من هي هذه الأقلية إذا كنت توجهت بكلامك إلى بوتفليقة ثم إلى قايد صالح؟ من هي هذه الأقلية التي تملك زمام الأمور والتي أدت بالجزائر إلى الفشل حسب تدخلاتكم في الصحافة؟ نقول مادام القرارات تأخذ خارج المؤسسات أنها تأخذ من طرف أقلية، قادر الأقلية هذه تكون 10 من الناس، تكون واحد 10 من الرئاسة، قد تكون 400، قد تكون 1000. Voilà, donc Ali Rderi qui expliquait donc cette minorité qui contrôlait le pouvoir, la décision. Docteur Hassan Hirj, en 2018, ce qui m'a frappé dans cette lettre, c'est que Ali Rderi dit que notre pays est à la croisée des chemins. 7 ans après, on est en train de faire le même constat, Hassan Hirj. Et revenons aussi à ce cas de l'affaire d'Ali Rderi. Est-ce qu'on peut dire que son procès est un procès politique et que ces poursuites ont été aussi utilisées contre des civils, contre... On peut donner un exemple, Karim Tabou, contre aussi Mohsen Belabbas, contre Saïda Norza dernièrement. Elle s'est, dans une vidéo, a déclaré que ces poursuites judiciaires, parce que je me suis présenté l'année dernière à l'élection présidentielle, qu'est-ce que tout cela renseigne, d'après vous, Hassan Hirj? Alors, il y a au moins deux ou trois choses extrêmement importantes dans ce qu'il a dit. D'abord,
auparavant, juste avant ce que vous venez de résumer, et la lettre s'adressait d'abord aux aînés, c'est-à-dire à ceux qui ont fait la guerre de libération nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que dès 1962, à l'indépendance du pays, un groupe, qu'il dit d'ailleurs minoritaire, un groupe issu de l'armée des frontières, Oujda, dirigé par Wali Boumdien, Mohamed Bokharouba, et a pris le pouvoir par la force. Et il a mis Ben Bella à la présidence. Et donc, en mettant Ben Bella à la présidence, ils ont du coup arrêté les travaux de la constituante qui était en train de rédiger une constitution qui semblait aller plutôt vers un système démocratique. Donc, à partir de là, il y a eu putsch sur putsch. Évidemment, c'était donc un putsch contre le GPRA, contre l'Assemblée nationale constituante et contre les autres wilayas, comme aussi contre les autres forces politiques de ce moment-là. Et après, tout le monde sait que Boumediene a pris le pouvoir par un coup d'État clair, un coup d'État militaire, et à ce moment-là, il a verrouillé encore un peu plus la vie politique, dans la mesure où quelques jours auparavant, le FFS et Ben Bella avaient signé des accords pour permettre un début de démocratisation du pays, et Hosni Ahmed a réussi même à faire accepter le Parti communiste comme étant une force politique qui devait avoir sa place en Algérie. Pardon. Et donc, on a assisté à une succession de ratages à chaque élection. Ça a été un président plus ou moins désigné, donc qui a fait que effectivement il y a une espèce de rupture entre les Algériens et les classes dirigeantes, et c'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, Ali Rdiri parlait donc de minorités qui gouvernent le pays. Il va de soi qu'il parle aussi des décisions qui sont prises en dehors des institutions. Là aussi, nous voyons, et je l'ai dit à plusieurs reprises sur votre plateau, que nous sommes en fait dans un système totalement schizophrénique, dans la mesure où les élus n'ont pas le pouvoir qui leur est réservé par la Constitution. À titre d'exemple, un président d'APC est élu au suffrage universel, mais la réalité des pouvoirs au niveau de sa commune, c'est le chef de Daïra qui les détient. Il y a élection d'un président de l'APW, mais dans la réalité, c'est le Wali qui détient les vrais pouvoirs. De la même façon qu'une Assemblée nationale est élue, mais c'est l'exécutif qui a le pouvoir, ainsi de suite, y compris au niveau de la présidence et de toutes les institutions. Donc, ce parallèle des institutions et des possibilités donc d'interférer dans le pouvoir de ces institutions-là fait que les Algériens qui sont au pouvoir aujourd'hui se regardent comme des chiens de faïence, ils se méfient, ils créent des groupes, des cercles d'influence pour se protéger, pour garder le pouvoir, pour garder aussi un certain nombre de privilèges, ainsi de suite. Après ça, évidemment, chacun a peur de l'autre. Et il y a un manque de confiance. Et quand il n'y a pas de confiance, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, au niveau institutionnel, au niveau des élections, au niveau du pouvoir, au niveau des cercles du pouvoir, etc., quand il y a un manque de confiance, il va de soi que le pays va de plus en plus dans le chaos et devient indirigeable, et beaucoup d'hommes qui intègrent, ou d'ailleurs même des hommes qui le sont moins, payent lourdement
lourdement la facture. On se retrouve avec des dizaines d'officiers supérieurs en prison, des entrepreneurs, des jeunes qui ont tout simplement brandi un drapeau à Mazir, ou des journalistes qui ont écrit un article pour parler des faits, d'un certain nombre de faits, mais qui plaisent pas à un cercle ou à un autre, etc. Donc c'est de ce magma, de ce chaos que l'Algérie doit sortir dans l'intérêt non seulement du pays, mais aussi dans l'intérêt aussi des classes dirigeantes, y compris les classes dirigeantes actuellement au pouvoir. Donc, il faut revenir véritablement au sérieux et à la confiance et au dialogue. Je pense que le premier dialogue, ça doit être au niveau des classes dirigeantes. Très bien. Reste avec nous, docteur Hassan Hirsch. Jamal Kso, je pense que d'abord, Karim Tabou nous a rejoint, il est avec nous, on est en train de me dire nos amis de la régie. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est Karim. Je rappelle que vous êtes donc opposant politique, vous êtes avec nous depuis Alger. Bonsoir Karim Tabou. Bonsoir Nasser, merci de l'invitation. Mes salutations aux invités, à M. Ksoum et à notre camarade et ami Hassan, Dr Hirash. C'est toujours important de participer au débat et de garder ouverte cette fenêtre de débat qui est le Maghrébien. Merci beaucoup Karim Tabou d'avoir accepté l'invitation pour l'émission de ce soir. Karim Tabou, très rapidement, j'aimerais avoir votre aperçu d'abord sur la libération de Ali Rdiri après 6 ans d'emprisonnement. Pour Ali Rdiri qui avait déclaré auparavant ses déboires avec la justice, sont liés à sa candidature de 2019. Et là, je le cite, Karim Tabou, des éléments des services m'avaient dit que la haute hiérarchie est mécontente de ma candidature. Ils m'ont conseillé de me retirer. J'ai refusé parce qu'on ne m'a pas appris à faire marche arrière, a-t-il révélé auparavant. Votre réaction, Karim Tabou, de la libération de Ali Rdiri? Nous ne pouvons qu'être heureux de toute libération, de toute personne qui retrouve la liberté. C'est très important parce que également, il faut réapprendre aux gens à ne pas banaliser les atteintes aux libertés. Il faut réapprendre aux gens à dénoncer, à s'indigner contre toutes les atteintes aux libertés, même quand ça touche nos propres adversaires politiques. Parce que il est quand même regrettable de constater aujourd'hui qu'il y a non seulement de la sélection dans la dénonciation des atteintes aux droits de l'homme, mais plus encore, il y a parfois de la justification que font certains des atteintes, des emprisonnements qui peuvent être décidés contre les uns ou les autres. Donc, Ali Rdiri, on peut ne pas être d'accord avec lui sur le plan politique, sur le plan du comment il observe, il apprécie la situation du pays, de ses prises de position. Mais Ali Rdiri est un citoyen algérien qui, lors de sa fonction de militaire, il a accompli sa mission. C'est à l'institution elle-même d'évaluer son parcours, son travail, etc. Mais dès lors qu'il s'est mis sur la scène du débat, il s'est investi sur le terrain politique. Nous ne pouvons que respecter son choix. Nous ne pouvons que respecter le fait que quelqu'un s'investisse dans la politique. Bien que, je le dis, je le répète, on peut ne pas être d'accord sur la vision des choses, sur l'évaluation qu'on fait de la situation, sur le diagnostic qu'on fait de la crise. Je pense, personnellement, je suis très heureux qu'il retrouve sa liberté. Il a été jugé, Karim Tabou, et j'aimerais avoir aussi votre avis par rapport à ces accusations pour participation en temps de paix à une entreprise de démoralisation de l'armée avec l'intention de nuire à la défense nationale. Je pense que les chefs d'inculpation démoralisation de l'armée
on vous a accusé de ces chefs d'accusation aussi, Karim Tabou, non? Oui, d'abord, il faut regarder les choses avec beaucoup d'objectivité. Nous ne pouvons pas parler de la justice dans un pays qui n'est pas démocratique, dans un pays qui manque cruellement d'instruments de contrôle, etc. Nous sommes dans un pays où la justice est totalement assujettie au pouvoir politique. Deuxième des choses, c'est que nous allons un peu regarder du côté de l'administration. En Algérie, vous savez, lorsque vous présentez n'importe quel dossier, vous postulez à n'importe quelle chose, qu'il soit les services sociaux, le travail, les fonctions professionnelles, etc., on vous exige la remise dans le dossier d'un casier judiciaire. Mais nous avons appris du pouvoir lui-même que le casier judiciaire ne compte pas lorsqu'il s'agit des désignations aux grands postes politiques. Vous pouvez vous retrouver accusé de toutes les accusations. On a eu l'exemple de l'ancien PDG de Sonatrach qui fut accusé d'intelligence avec l'étranger. Il a purgé une peine, je pense, de 3 ans de prison et par la suite, il a été désigné PDG de Sonatrach. C'est-à-dire que il a suffi que des amis proches à lui, et un autre groupe d'intérêts, un autre groupe politique s'accapare le pouvoir pour se voir récompenser lui qui était accusé d'intelligence avec l'étranger. Le chef actuel de la sécurité intérieure, le directeur de la DSI, actuellement, après avoir purgé une peine de 5 années de prison, accusé de chef d'accusation aussi grave que... Mais après, il se fait désigner chef du renseignement. Vous imaginez, hein? Et on en a connu, hein? On en a connu beaucoup d'histoires dans ce domaine. Je me souviens l'actuel chef de l'État, lorsqu'il était candidat, face à une journaliste étrangère qui lui posait la question sur la situation de la justice en Algérie, en lui faisant deux images. L'image de son fils, il avait dit que la justice a été instrumentalisée. L'image de Bourga'a, de Tabou et de Boumala, il disait qu'il faisait confiance à la justice. Donc, c'est une justice qui fonctionne au gré des humeurs du dirigeant, du chef du moment. Et donc, ce genre d'accusations ne servent que de couverture pour infliger des sanctions lorsque la volonté politique étant d'infliger des sanctions et trouver les procédures par lesquelles on dégage un dossier. Vous savez, le fils du chef de l'État a été acquitté dans un délai record. Son dossier est passé rapidement dans les instances judiciaires. Et il a fini par être acquitté et que on a qualifié ce jour-là la justice de justice qui a rétabli les gens dans leurs droits, mais au même moment, ils sont des centaines de jeunes qui se retrouvent en prison pour avoir exprimé une opinion politique. Ils sont encore en prison, ils passent le mois de Ramadan en prison, ils passent l'Aïd en prison, leurs familles ils sont dans des situations difficiles, leurs enfants ils sont dans ils passent des moments de manque, d'absence du père, etc. Donc, vous voyez très bien que la question de la justice, si nous mettons pas ce sujet au cœur de notre débat, qui est la nécessité de construire un état de droit, un État qui garantit justement à la justice son rôle de protection des libertés, de protection de la dignité humaine et qui ne va pas servir de moyen de règlement de compte. Je pense que beaucoup ont subi la justice, alors qu'à un moment où la justice, on ne la subit pas dans un État de droit. Dans un État de droit, on ne peut pas dire qu'on a subi la justice. On va dire que la justice est là pour nous protéger. En Algérie, malheureusement, beaucoup ont subi le pouvoir à travers la justice, beaucoup ont subi l'injustice à travers la justice, et la justice, malheureusement, est devenue un simple instrument de pression sur les gens. Moi-même, j'ai été accusé pour avoir mené un débat sur la question de la démocratie au Maghreb. Et je suis traîné je suis traîné pendant 2 ans. Je suis obligé de me rendre dans une caserne chaque lundi pour apposer ma signature sur un registre. Alors que celui qui m'a mis sous contrôle judiciaire est un juge d'instruction qui a un bureau. Il travaille dans un tribunal, mais non, parce qu'il s'agit de nous passer le message
tout le contraire du slogan qu'on avait scandé dans le Hirak, et qu'on veut nous montrer toute la prééminence, la puissance, le pouvoir d'une certaine classe contre la volonté du peuple. Donc malheureusement, la justice est à... Et pourtant, cette justice-là se donne le droit de prononcer ses verdicts, ses décisions au nom du peuple algérien. Alors que ceux qui sont en train de l'instrumentaliser sont là contre la volonté du peuple algérien. C'est les grands paradoxes de la dictature de ce genre de régime qui est le mélange de toutes les contradictions, le mélange de toutes les confusions, et voilà, ça donne ça. Ça donne un pouvoir qui, lorsqu'il s'agit du fils du chef de l'État, il est vite libéré, et la presse trouve normal, et les gens trouvent normal, etc. Et que Mohamed El-Jadid ou Brahim Al-Alami ou les Mira Mokhnash ou là des enseignants, des étudiants, pour avoir écrit un post critique de dénonciation des abus, de la corruption, etc. Ils se retrouvent en prison. On peut nous raconter des histoires. Il y a toujours des gens qui vont vous dire oui, mais la loi, la justice, l'article, etc. Il faut prendre assez de recul pour voir les choses. D'abord, nous sommes en crise politique. Toutes ces décisions sont incluses dans la crise politique, et la justice, comme la force publique, aujourd'hui servent de moyen de répression contre tous ceux qui osent dénoncer les injustices, dénoncer la corruption, dénoncer l'absence de démocratie, dénoncer les atteintes aux droits de l'homme. C'est pour cette raison, je l'ai dit tout au début, il est très important que nous tous, malgré nos différences politiques, que nous soyons capables de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme. Nous ne pouvons plus, nous n'acceptons plus, c'est contraire à la morale, c'est contraire aux principes, c'est contraire à la politique que de trouver des prétextes pour justifier l'emprisonnement des gens pour leurs idées, pour leurs opinions. Très bien, reste avec nous Karim Tabou. Jamal Ghssoum, vous avez entendu donc Karim Tabou. Rappelons aussi qu'il y a un peu plus d'une semaine, on avait même fait un plateau par rapport à la situation de Saïda Narza, qui a été condamné, et Belkacem Sahli, qui ont été condamnés donc à 10 ans de prison ferme. Saïda Narza a dit que c'est une cabale contre elle parce qu'elle voulait se présenter aux élections présidentielles de l'année dernière, septembre 2024. On va l'écouter d'abord dans cette petite vidéo et je reviens à vous juste après. دولة عمرها ما عطتني سنتيم، وكنت نروح نمثل الجزائر عمري ما قبلت حتى البي تاعهم نديه من عند الدولة الجزائرية. اليوم العدالة حكمت حكم، يعني اللي تغربت ليه الناس كل راهم حايرين. ملف ما فيش ولا تهمة، ملف ما كاينش واحد فيه نطق وقال باللي ديت سنتيم من عند سعيدة نغزة. اليوم نشوف ان كولونيل يعني من امن داخلي اللي دار ضغوطات على هاد الناس ودار لهم ملفات اللي قال لهم روحوا شهدوا على سعيدة نغزة وتخرجوا من القضية. الناس هادو مظلومين، الناس هادو ما عندهمش حتى باش يخلصوا محل. كاين الناس اللي ما عندوش وين يسكن وين ياكل. علاش الظلم هذا؟ علاش هاد الكولونيل عنده حق من جهه تاعنا؟ Jamal Ghssoum, votre réaction, bien sûr, et là se pose bien sûr ce qu'a dit Karim Tabou, nous sommes en crise politique, mais aussi se pose la question de l'indépendance de la justice. Nous sommes en crise politique, nous sommes en crise de confiance surtout. C'est surtout la question de la confiance. Hassan Hil, je parlais tout à l'heure de schizophrénie. Nous sommes en pleine schizophrénie. Et c'est ce que je disais lorsque vous aviez abordé le sujet concernant Saïda Narza la semaine dernière, effectivement. Et je disais que comment peut-on avoir confiance en un État où, au moins, ce qu'on appelle Ramz Doula, le symbole de l'État, lorsque Saïda Narza était la seule personne qui a soutenu le président Tebboune, lorsqu'il était Premier ministre, et que les autorités politiques algériennes refusaient aux poubelliers de ramasser les poubelles devant chez lui. La seule personne qui l'avait soutenu, qui parlait et qui disait son nom, pendant que les autres se taisaient, c'était Saïda Narza. Comment peut-on parler de loyauté, de principes et de valeurs
démocratique, je n'aborderai même pas la démocratie. Là, on n'a pas encore atteint la question de la démocratie, mais la schizophrénie se trouve là. Et j'ai un discours en général assez pas lisse, mais je comprends certaines situations du président Tebboune, etc. Mais là, je ne peux pas comprendre que le président Tebboune ait laissé s'appliquer une décision de Gaïd Salah, Allah yarhamou, qui était oummi, il était illettré, il n'avait pas fait d'études, l'accuser et le faire incarcérer Ali Rdiri, alors qu'il avait son adjudant qui s'apprêtait à vendre des documents d'État en Turquie. Et c'est le même qui a fait incarcérer Ali Rdiri. Saïd Chenguleha, est-ce qu'il avait conscience, il le sait, qu'il ne lui restait qu'une semaine pour rentrer en prison lui aussi. Gaïd Salah est décédé, Allah yarhamou. Mais une semaine, s'il était resté vivant une semaine, sa cellule avec la peinture fraîche était prête. Et Saïd Chenguleha, le président Tebboune, laisse faire cette injustice. C'est pour ça que je dis Hasbinallah wa ni'mal wakil. Je dis au président de la République, aujourd'hui, vous avez le pouvoir, mais Yom Qiyama, vous n'aurez pas le pouvoir. Ou c'est une lourde responsabilité que d'être au pouvoir. Ce n'est pas un amusement. Et donc je dis simplement que Ali Rdiri, il n'y avait rien dans son dossier, au même titre que Saïd al-Naqza, et je ne peux pas dire, mais je sais de quoi je parle. Donc les deux n'avaient absolument rien dans leur dossier. Et je dis au président de la République, comment est-ce que vous allez vous tirer de ça, Yom Qiyama? Dans la vie, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez décider ce que vous voulez, mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui est au-dessus de nous, il veille à ce qui se passe. Et Yom Qiyama, rahma que vous ne l'avez pas donné, je ne pense pas que vous la trouverez Yom Qiyama. Allah yahdik, ya Sayyid Raïs, Allah yahdik, Allah ysamhak, inshallah. Mais la question, est-ce que, très rapidement, Jamal Gessoum, parce que, est-ce que la question est liée seulement au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans ses décisions, dans son entourage, où on parle de tout un système, Jamal Gessoum, parce que vous l'avez dit, ces accusations ont continué, l'emprisonnement d'Ali Rdiri a continué, même après donc, le décès de Gaïd Salah. Et là, la question se pose, bien sûr, est-ce que c'est le système qui est en cause? Très rapidement, par rapport à cette question. Très rapidement, il y a ce qu'on appelle le Dawla al-Amiqa, l'État profond, qui lui décide des choses. Ça, c'est clair. Mais en termes de responsabilité, moi, je ne vais pas chercher qui fait partie de Dawla al-Amiqa, parce que moi, je ne le sais pas. Ça peut être un prof d'université, ça peut être un boulanger. Mais je sais qu'il y a un responsable légal, aussi bien devant les hommes que devant Dieu. Et c'est à lui que je m'adresse, parce que moi, Dawla al-Amiqa, même si j'en connais certains, je ne connais pas la composition. Et donc, je mets la pleine responsabilité à celui qui a accepté de prendre des responsabilités. Je ne pense pas qu'un boulanger fait partie de l'état profond, Jamal Gessoum, mais bon, ça serait très rapidement, Dr Hassan Hiresh, parce qu'on me dit qu'on a dépassé un peu le temps de l'émission, et je donnerai le mot de la fin aussi à Karim Tabou. Hassan Hiresh, quand Karim Tabou dit que nous sommes en crise politique, qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays, et surtout quand j'avais cité donc la lettre qui a été publiée par Ali Rdiri en 2018, et là je le cite, notre pays est à la croisée des chemins. Malheureusement, pour beaucoup d'observateurs, nous y sommes toujours. Hassan Hiresh. Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord saluer mon ami Karim Tabou et lui montrer une fois de plus toute ma solidarité pour ce qu'il subit et toutes les épreuves qui s'abattent sur lui. C'est un homme dont l'Algérie a besoin. Et voilà, donc je pense qu'il mérite respect de la part de nos institutions. Alors, j'aimerais réagir par rapport à ce que a dit M. Gessoum. Je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec ce qu'il dit, sauf que, Dieu n'a rien à voir avec les affaires politiques. 2, Abdelmadjid Tebboune tout seul n'y peut rien.
on a vu que quand un président a essayé de changer les choses tout seul, sans qu'il y ait consensus, il a été carrément exécuté devant les caméras. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes en situation de crise, une crise malheureusement qui perdure depuis pas mal d'années, voire même de décennies. L'équipe d'Abdelmajid Tebboune a hérité de cette crise-là et pour le moment, il n'a pas pu la résoudre. Je pense très honnêtement qu'il faudrait d'abord un consensus entre les équipes dirigeantes, qu'elles soient civiles ou militaires, et qu'on aboutisse à quelque chose comme un gouvernement d'union nationale et qu'on prévoit une période de transition et qu'on Docteur Hassan Hirish. Je pense qu'on a un petit souci de connexion avec le Skype de Hassan Hirish. Karim Tabou, je vais terminer avec vous cette émission très rapidement. Donc, beaucoup de questions se posent aussi autour de l'élite algérienne. Et là, je parle bien sûr de l'opposition, de tout ce qui représente donc changement au sein de l'Algérie, son rôle dans une période très critique de la vie de notre pays. Je vous laisse le mot de la fin très rapidement, Karim Tabou. D'abord, il va falloir un jour redéfinir le concept de l'élite. Et il va falloir également regarder de près tout ce que les gens tiennent comme discours, adoptent comme attitude à l'égard justement de l'histoire. L'histoire, c'est des faits quotidiens, ce sont des situations auxquelles tout un chacun doit apporter un plus, doit apporter ne serait-ce que sa contribution. L'élite, malheureusement, dans un système qui est le nôtre, elle est également la cible de toutes les attaques du pouvoir. D'abord, les chantages sociaux, les chantages politiques, les chantages professionnels. Et malheureusement, l'élite qui est censée être au devant des luttes de la société, qui devait éclairer la société et donner des solutions à la société, se trouve elle-même l'otage justement de tous ces chantages. Après, il y a malheureusement trois destinations de l'élite algérienne. Une grande partie s'est retrouvée forcée à l'exil et on en voit beaucoup de compétences algériennes qui se trouvent à l'étranger, arrachées de leur terre, de leur famille, de leur village, etc. Il y a une autre partie qui est dans le silence parce que elle est doublement piégée par le fait qu'il soit ici, piégée également par les chantages qu'elle subit. Et il y a une partie qui a choisi d'aller se ranger du côté du pouvoir. Donc l'élite, c'est toutes les personnes qui sont tenues par j'allais dire une obligation morale, politique, etc., de par leurs compétences à assumer et à participer à l'édification d'un pays, d'un État, d'une société émancipée et qui a besoin de se libérer de toutes les peurs. On va enregistrer les apports et les positions de tout un chacun. Lorsque je vois il y a des arrestations qui sont faites, il y a des gens qui sont en prison, et je l'ai dit tout au début, un vrai militant, une élite vraie, ne procède pas par une logique de différenciation entre les atteintes contre les autres et les atteintes contre certains. On voit bien aujourd'hui, certains dénoncent certaines arrestations et dénoncent pas d'autres. Certains même saluent parfois les arrestations d'autres personnes. Et je pense sur ce sujet-là, les vrais principes de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté, de l'état de droit. Karim Tabou?
Karim Tabou? Ah. Je pense qu'on a perdu Karim Tabou. Est-ce que vous m'entendez, Karim Tabou? Non. Karim Tabou. Allô, Karim, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, Karim Tabou? Non, on l'a perdu, Karim Tabou. Ah, on l'a perdu. Désolé. On est arrivé, donc, on est en train de me dire qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Dommage qu'on a perdu donc Dr Hassan Hirash, mais aussi Karim Tabou à la fin de ce candidat à l'élection législative qui était avec nous depuis Paris. Merci aussi à Dr Hassan Hirash, analyste politique. Il était avec nous depuis Paris, et merci à Karim Tabou, opposant politique. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.